Quand il pleut à Paris, la ville se transforme en une aquarelle grise. Mais ce gris que les touristes trouvent romantique me rappelle toujours la couleur impitoyable de l'océan Atlantique. Je m'appelle Emmanuel Béard. Quand la plupart des gens me croisent dans la rue, ils voient une Parisienne d'âge mûr, bien habillée, qui profite de sa retraite. Peut-être une grand-mère, peut-être une ancienne professeure de littérature. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont les insignes invisibles sous mon trench coat beige. Je suis l'une des femmes officiers les plus haut gradées de la marine française. Je suis le doyen de l'école navale, le contre-amiral Emmanuel Béard. Et je peux vous dire une chose, commander une frégate est parfois plus facile que de gérer l'ego d'un commerçant élitiste du 6e arrondissement de Paris. Ce jour-là, j'avais laissé chez moi l'armure naturelle que me confère mon uniforme. C'était mon jour de congé. Observer comment le regard des gens change lorsque vous êtes en civil a toujours été pour moi une expérience sociologique intéressante. Les jeunes lieutenants qui osaient à peine respirer dans les couloirs de l'Académie de Brest m'auraient probablement laissé passer devant eux s'ils m'avaient croisé au supermarché. Cette anonymité était mon arme secrète. Et dans quelques instants, j'allais l'utiliser dans l'une des opérations les plus satisfaisantes de ma vie. Ma destination était toute tracée, Saint-Germain-des-Prés. Ce quartier, situé sur la rive gauche de la Seine, est le temple des intellectuels, des artistes et, bien sûr, des collectionneurs de livres anciens. Ma passion, quant à moi, était les cartes marines du XVIIIe siècle. À cette époque, sans GPS ni images satellites, les notes des capitaines qui naviguaient au milieu de l'océan en se fiant uniquement aux étoiles et au vent étaient pour moi comme des textes sacrés. Je lorgnais depuis longtemps sur cette boutique de la rue Jacob, l'encre d'or. De l'extérieur, même la vitrine semblait crier « Tout le monde n'est pas admis ». Des boiseries en acajou, une lumière jaune tamisée et un seul livre exposé en vitrine, un atlas d'astronomie du XVIe siècle. Il n'y avait pas d'étiquette de prix, car vous savez, si vous devez demander le prix, c'est que vous n'avez probablement pas les moyens. J'ai poussé la porte. La clochette en laiton au-dessus de ma tête a annoncé ma présence d'un tintement doux mais froid. L'intérieur sentait le papier centenaire, les vernis à cuir coûteux et le tabac à pipe léger. Cette odeur est le parfum commun à toutes les librairies du monde entier. C'est l'odeur du temps. Le propriétaire de la boutique était assis derrière son comptoir, à une table en acajou. Il avait probablement une soixantaine d'années, portait des lunettes à monture argentée qui glissaient sur le bout de son nez et était vêtu d'une veste en tweed. Il s'appelait Antoine Lefebvre. Je ne le savais pas encore, mais je n'allais pas tarder à l'apprendre. Il leva la tête lorsqu'il m'aperçut. Je connaissais bien ce regard. Ce n'était pas comme un marin scrutant l'horizon à la recherche d'une tempête approchant, c'était plutôt un commerçant calculant son profit potentiel. Son regard partit de mes chaussures, remonta vers mon trench coat et finit par s'arrêter sur mon visage. Son analyse dura 3 secondes. Il prit sa décision. Perte de temps. Il a roulé des yeux et s'est replongé dans le catalogue devant lui. Nous fermons, a-t-il dit, sans même prendre la peine de regarder sa montre. Pourtant, il n'était que 3 heures de l'après-midi. Je vais juste jeter un coup d'œil, ai-je dit d'une voix calme. Je ne m'attendais pas à ce qu'il remarque l'autorité imperceptible dans mon ton, et il ne l'a pas remarqué. Ne touchez à rien, s'il vous plaît, marmonna-t-il d'une voix lasse. Même la poussière sur les étiquettes a plus de valeur que ce que vous portez. Cette phrase aurait pu embarrasser, irriter ou faire sortir de la boutique une personne normale. Mais je n'étais pas une personne normale. J'étais une femme qui avait dirigé des opérations de déminage dans le golfe de Bassora. Ce genre d'élitisme bon marché n'était pour moi qu'une erreur tactique. Sous-estimer l'ennemi est l'erreur la plus mortelle sur le champ de bataille. Et M. Lefebvre, sans le savoir, marchait actuellement dans un champ de mines. Je n'ai rien dit. J'ai simplement souri légèrement et je me suis dirigée vers la section maritime. Ce n'était pas de la colère qui montait en moi à ce moment-là. C'était un sentiment beaucoup plus froid et beaucoup plus concentré. La détermination de l'objectif. Avant de passer à la suite de l'histoire, avant de vous raconter comment j'ai détruit la vie de cet homme, étape par étape, mot par mot, loi par loi, si vous voulez sentir le sentiment de justice couler dans vos veines, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications. Car ce que vous allez voir dans quelques instants n'est pas seulement une discussion, c'est l'anatomie d'une exécution. Les étagères étaient immenses. Je dois admettre que la collection de cet homme était impressionnante. Des journaux de bord datant des guerres napoléoniennes, des registres d'inventaire de la Compagnie des Indes orientales, chacun d'entre eux valait une fortune.
Mais ce qui m'a attiré l'attention était un livre relié en cuir de bleu foncé, placé sur l'étagère du haut, un peu en retrait des autres. Les lettres dorées sur le dos s'étaient effacées avec le temps, mais j'aurais reconnu ses dimensions en n'importe où. Il ne s'agissait pas d'un livre ordinaire, il s'agissait d'un journal de bord tactique utilisé par la Marine royale à la fin des 1700, dans lequel les capitaines consignaient non seulement leurs notes de navigation, mais aussi leurs tactiques de guerre et les points faibles des navires ennemis. J'ai retiré mes gants. Je savais qu'il ne fallait pas toucher ces livres à main nue, mais mon toucher était plus fiable que ma vue. J'ai pris le livre sur l'étagère. Son poids était parfait. La texture du papier vibrait sous mes doigts, comme une page d'histoire. J'ai ouvert la couverture. La première page s'est retournée avec le bruissement caractéristique du papier parchemin. Mes yeux se sont fixés sur le titre. Journal de navigation tactique 1780. Je sentis mon cœur s'accélérer. 1780. Pendant la guerre d'indépendance américaine, les marines françaises et britanniques se sont affrontées pour la domination des océans. Ce livre n'était pas seulement une antiquité, il pouvait être la preuve d'un crime de guerre, d'un vol. J'ai tourné la page, et il était là, très effacé, presque invisible, mais un œil averti ne pouvait le manquer. Ce sceau, une encre bleue violacée, 2 ancres et un bouclier au centre. C'était le sceau d'inventaire du Musée national de la Marine, mais ce n'était pas un sceau ordinaire. Il appartenait à la collection Brest du musée. Je repassais mentalement mes cours d'histoire et mes travaux d'archives à l'université comme un film. 1940, juste avant que le port de Brest ne soit bombardé et pillé pendant l'occupation nazie, une grande partie de l'inventaire du musée avait été volée. Mais certaines caisses avaient disparu. L'un de ces trésors inestimables connus sous le nom d'inventaire 40 perdu, qui s'était évaporé dans le chaos de la guerre, se trouvait maintenant entre mes mains. Ce livre ne pouvait pas être vendu, ce livre ne pouvait pas être entre les mains d'un particulier. Ce livre était un morceau volé de l'État français, de sa marine et de son histoire. Et cet homme arrogant et prétentieux, l'avait probablement acheté au marché noir et l'avait mis en vente sur son étal à un prix exorbitant. Alors que j'essayais de lire le numéro de série sur le sceau, un bruit retentit derrière moi, le bruit d'une chaise repoussée brusquement. « Je vous ai dit de ne pas y toucher !» La voix résonna dans le silence du magasin comme un coup de fouet. Antoine Lefebvre avait bondi de derrière son comptoir et s'avançait vers moi, le visage rouge écarlate. En tant qu'amiral, j'ai l'habitude que des gens se précipitent vers moi, mais généralement c'est pour me faire un rapport ou recevoir des ordres, pas pour me réprimander. Quand il arriva à ma hauteur, il tendit brutalement la main pour m'arracher le livre des mains. Mes réflexes furent bien plus rapides que ses mouvements maladroits. Je ramenai le livre contre ma poitrine de douceur mais détermination, et ses doigts ne rencontrèrent que le vide. « Qu'est-ce que vous faites » a-t-il sifflé. Sa salive a failli m'éclabousser le visage. « Ce livre vaut une fortune, ce n'est pas le genre d'objet que des gens comme vous peuvent comprendre ni même imaginer. Reposez-le immédiatement et quittez ma boutique, sinon j'appelle la police. » Ah, quelle ironie! C'était tellement drôle que j'ai failli sourire. Appeler la police? Un voleur qui menace une amirale avec la police alors qu'il examine des biens volés? C'était comme si, aux échecs, votre adversaire renversait son propre roi et criait « J'ai gagné ». Je l'ai regardé dans les yeux. À ce moment-là, l'atmosphère du magasin a changé. Même le bruit de la pluie qui battait la vitre semblait avoir changé de rythme. Je n'étais plus seulement une cliente, je n'étais plus seulement une dame. À ce moment-là, le doyen de l'Académie navale était intervenu. « Des gens comme moi ?» ai-je demandé d'une voix étrangement basse. « Je voudrais que vous définissiez ce que des gens comme moi peuvent comprendre ou non, monsieur. » L'homme était surpris. Ce n'était pas la réaction qu'il s'attendait. Il s'attendait à ce que je m'excuse, que j'ai peur ou que je m'enfuis honneur. Il s'est arrêté un instant lorsqu'il a remarqué l'éclat bleu acier dans les yeux de cette femme ordinaire qui se tenait devant lui. Mais son arrogance était plus grande que son intelligence. Des gens ordinaires comme vous, des gens qui ne comprennent rien à l'histoire, aux valeurs, à la culture, et qui viennent ici uniquement pour tuer le temps. Ce livre est l'édition de 1780 du journal de bord tactique de la Marine royale. C'est un ouvrage rare, et vous le dévalorisez en le touchant de vos mains salies. Je pris une profonde inspiration. L'odeur du vieux papier qui emplissait mes poumons s'était transformée en odeur de poudre à canon dans mon esprit. « Vous avez raison, dis-je. Je sortis mes gants de ma poche et commençai à les enlever lentement avec un calme rituel.
Il s'agit bien de l'édition de 1780 du journal de bord tactique, et vous avez raison, c'est un ouvrage très rare. Je lui tendis le livre, ma main gantée, de manière à ce qu'il puisse voir le sceau effacé sur la couverture, mais je ne lui donnai pas. « Mais vous vous trompez sur un point, monsieur, dis-je en laissant libre cours à la froideur de ma voix. Mes mains ne sont pas sales, mais si vous ne pouvez pas expliquer comment ce livre est arrivé, j'ai peur que vos mains soient très sales quand vous serez menotté. » Le visage de l'homme changea de couleur comme une marée, du rouge au blanc crétieux. La guerre avait commencé, et il ne savait pas encore qu'il avait perdu. Le changement soudain de couleur sur le visage d'Antoine Lefèvre ressemblait à de la peinture blanche renversée accidentellement sur la toile d'un peintre. La rougeur arrogante avait disparu, laissant place à une pâleur maladive. Mais d'après mon expérience, je savais que ce genre d'hommes, lorsqu'ils sont acculés, ont d'abord peur, puis attaquent, tout comme un requin blessé. « C'est absurde !» s'écria-t-il, la voix tremblante, mais s'efforçant de garder un ton élevé. C'est une tactique classique d'amateur qui tente d'imposer son autorité par le volume de sa voix. « Vous rêvez, madame. Ce sceau appartient à une collection privée du XIXe siècle. Il appartient à la bibliothèque du comte de Valois. Il n'a rien à voir avec le musée de la Marine. » Je souris. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le silence et l'approbation mortelle d'un torpillon verrouillé sur sa cible. « Le comte de Valois » dit le livre toujours dans ma main gauche, à hauteur de poitrine. Intéressant, car le sceau de la famille Valois est une fleur de lys, monsieur Lefèvre, pas une encre. Et pour autant que je sache, les livres de la bibliothèque du comte ne portent pas le code d'inventaire MN 40-Brest sur leur dos. Du doigt, je lui montrai le relief à l'intérieur de la couverture du livre, difficile à voir mais bien présent. Il n'avait pas remarqué ce détail, parce qu'il était commerçant, pas historien. Il n'avait regardé que la couverture et le profit. « Regardez là », lui dis-je d'une voix calme, comme un professeur expliquant une leçon à un élève turbulent. « Bibliothèque du chantier naval de Brest, inventaire de 1940. Ce livre a été emballé et chargé dans un camion 3 jours avant l'entrée des nazis dans la ville. Ce camion a disparu près du Mans, sur la route de Paris. Et maintenant, 80 ans plus tard, il se trouve sur votre étagère spéciale. » Lefèvre contourna la table et fit un pas de plus vers moi. Son regard se posa sur la porte. Il ne pensait pas s'enfuir, mais plutôt me jeter dehors, ou pire encore, prendre le livre de force et le détruire à l'arrière. « Écoutez, monsieur, » dis-je d'une voix soudainement plus douce. C'était la 2e étape, la négociation. « Vous avez peut-être raison, j'ai peut-être été trompé. Ce livre m'a été apporté par une vieille veuve et je l'ai acheté sans l'examiner. Quelle malchance, n'est-ce pas ?» Il a mis sa main dans sa poche. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait sortir une arme, des formations professionnelles. Mais c'était un chéquier. « Je vais vous épargner cette peine. Donnez-moi le livre, je le remettrai à la police. Et je vous verserai une petite compensation pour ce malentendu et pour vous avoir fait perdre votre temps. Disons 2000 €? Cela devrait suffire pour un bon dîner et pour remplacer votre trench-coat. » 2000 €. Et encore une insulte à mon trench-coat. Cet homme ne comprenait vraiment pas à qui il avait affaire. Il me proposait un pot de vin. Il proposait un pot de vin à un officier de la marine française pour qu'il couvre un trésor national volé. « Monsieur Lefèvre, dis-je en abaissant le ton de ma voix à 0, vous venez d'ajouter à la liste des crimes que vous avez commis le trafic de biens volés et la tentative de corruption d'un fonctionnaire. » L'homme s'arrêta. « Fonctionnaire? Qui êtes-vous? Un bibliothécaire? Un enseignant retraité ?» J'ai lentement glissé ma main droite dans ma poche. Avant de sortir mon téléphone, j'ai sorti mon portefeuille. J'ai ouvert ce portefeuille en cuir noir et j'ai brandi mon insigne en argent avec l'écusson de la marine française et l'inscription « Contre-amiral » sous son nez. Je suis contre-amiral Emmanuel Béard, doyenne de l'école navale. À partir de maintenant, ce magasin est sous l'autorité provisoire de la marine française. L'expression sur le visage de Lefèvre était indescriptible. C'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds et que le plafond du magasin s'était écroulé sur lui. Son regard allait et venait entre mon insigne et mon visage. La femme ordinaire d'âge moyen avait disparu, remplacée par un amiral. « Un amiral ?» murmura-t-il. « Mais c'est ma boutique, vous ne pouvez pas la fermer, vous n'en avez pas le droit. » Ainsi,
répondis-je en sortant mon téléphone. En vertu de l'article 111 du Code pénal militaire et de la loi sur la protection du patrimoine culturel, j'ai le droit de saisir tout matériel appartenant à l'inventaire militaire où qu'il se trouve et de mettre le lieu sous protection. J'allumai l'écran, j'entrai mon mot de passe. À ce moment précis, Lefebvre, avec son courage timoré, tenta un dernier coup. Il se précipita vers le comptoir, probablement pour appuyer sur un bouton d'alarme ou prendre une arme. « Ne bougez pas !» Ma voix était un ordre, une voix qui, comme celle que l'on entend sur le pont d'un bateau pris dans une tempête, n'admet aucune objection. Il se figea sur place. « Asseyez-vous là, monsieur, les mains sur la table, tout de suite. » Mon autorité à ce moment-là ne venait pas seulement de mon grade, mais aussi de la force inébranlable que me donnait le fait d'avoir raison. À ce stade de l'histoire, nous voyons que la force d'un homme ne vient pas de sa puissance physique, mais de son attitude. Si vous vous demandez comment adopter une attitude aussi inébranlable face aux personnes qui vous méprisent et tentent de vous manipuler, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car la leçon de l'amiral ne fait que commencer. Lefebvre s'effondra sur une chaise. Il commençait à transpirer. Les veines de son front étaient apparentes. Sur mon téléphone, j'ai composé un numéro spécial de mon répertoire. Non, je n'ai pas appelé le 17. Ce numéro aurait transformé l'affaire en un simple cas de vol. J'ai directement appelé mon vieil ami, le commissaire Michel, président de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Michel, c'est Emmanuel, code 40, rue Jacob numéro 12. Oui, l'encre d'or. J'ai entre mes mains un fantôme de l'inventaire de Brest de 1780. Et le vendeur ne coopère pas. Oui, il m'a proposé un pot de vin. J'attends. J'ai raccroché. Le silence dans la boutique ne sentait plus le papier. Il sentait la peur. Le commissaire Michel et son équipe seront là dans 10 minutes, dis-je, en choisissant un livre sur l'étagère en face de la chaise et en faisant semblant de le lire. En réalité, je le surveillais du coin de l'œil. Pendant ce temps, je vous conseille d'appeler votre avocat, car Michel n'est pas aussi patient que moi. Lefebvre se frotta le visage, les mains tremblantes. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-il d'une voix larmoyante. « Ce n'est qu'un livre, un vieux livre, qui s'en soucie ? Plutôt que de pourrir dans les entrepôts de l'État, pourquoi ne pas le donner à un collectionneur qui en connaîtrait la valeur ? Je ne suis qu'un intermédiaire, je suis un père de famille. » « Père de famille » répétai-je sans lever les yeux du livre. Jean-Luc, le bibliothécaire qui est resté à Brest en 1940 pour protéger ce livre et qui a péri sous les bombes, était aussi père de famille, monsieur. Chaque page de ce livre est imprégnée du sang des personnes qui sont mortes pour le protéger. Et vous essayez de le vendre pour 2000 € de profit. Mes mots restèrent suspendus dans l'air. Lorsque les sirènes se mirent à retentir à l'extérieur, Antoine Lefebvre n'était plus un marchand, mais seulement une épave. Mais il ne savait pas encore que ce n'était que le début. Ce livre n'était pas seulement un vol, mais le premier domino d'un réseau international beaucoup plus vaste qui allait être mis au jour. Et j'avais renversé ce domino. La porte s'ouvrit. 2 policiers en uniforme et un homme en civil au regard sévère entrèrent. Le commissaire Michel. Lefebvre se leva d'un bond. « Monsieur l'agent, cette femme est folle. Elle a cambriolé ma boutique. Elle m'a menacé. Veuillez l'expulser. » L'un des policiers s'est approché de moi. « Madame, veuillez vous écarter et présenter votre pièce d'identité. » J'ai souri. J'ai posé délicatement le livre sur la table, hors de portée de Lefebvre. « Avec plaisir », ai-je répondu. À cet instant, la dernière lueur d'espoir dans les yeux de Lefebvre s'éteignit, car lorsque le policier regarda ma carte d'identité, il joignit les talons et me salua avec son célèbre salut respectueux. « À vos ordres, amiral. » Ces 2 mots ont figé le temps dans la boutique. L'expression d'horreur sur le visage d'Antoine Lefebvre aurait pu être presque comique si la situation n'était pas aussi grave. Il s'est effondré sur sa chaise. Ses épaules se sont affaissées, le libraire hautain et élitiste était disparu, remplacé par un petit escroc coincé dans un coin, ne sachant pas quoi faire. L'homme qui venait de me lancer ses regards méprisants, qui avait dit « ceux comme vous », n'osait même plus me regarder dans les yeux. Le commissaire Michel s'approcha de moi avec sa démarche fatiguée mais autoritaire qui lui était propre. Il sortit un sac de preuves de la poche de sa veste de cuir. « Emmanuel », il salua avec un léger signe de tête, « les gens normaux passent leurs jours de congé au parc ou au cinéma. Toi, tu démantèles des réseaux internationaux de trafic d'œuvres d'art. »
Tu sais, Michel, dis-je sans quitter Lefebvre des yeux qui tremblaient encore, la mer ne dort jamais, et il semble que les criminels non plus. Michel rangea avec beaucoup de soin le journal de bord daté de 1780 dans le sac de preuves. Le livre était désormais en sécurité. Il retournait à sa place, à l'état. Mais mon intuition de marin me disait que la tempête n'était pas encore terminée, peut-être même qu'elle ne faisait que commencer. Les policiers ont aidé Lefebvre à se lever. « Vous connaissez vos droits, monsieur », a déclaré l'un d'eux en lui passant les menottes. Le clic métallique a résonné dans le silence de la boutique. Au moment où Lefebvre allait franchir la porte, il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Ses yeux n'exprimaient plus la peur, mais une étrange haine. « Vous ne pouvez pas gagner », murmura-t-il. « Vous n'êtes qu'un simple soldat. Eux, ils sont bien plus puissants. » « Eux » demandai-je en m'approchant d'un pas. « Qui sont-ils, Antoine ?» Il ne répondit pas. Il secoua simplement la tête avec un sourire amer et fut emmené par les policiers. Michel et moi sommes restés seuls dans la boutique. La lumière bleue des gyrophares dansait sur les murs sombres de la boutique. « Que voulait-il dire » demanda Michel en fronçant les sourcils. « Est-ce qu'il bluffe ?»« Non », répondis-je. J'ôtai mes gants et me dirigeai vers le bureau de Lefebvre. Quand un homme offre 2000 € de pot de vin, ce n'est pas la prison qui lui fait peur, Michel. Ce qui lui fait peur, c'est ce qui lui arrivera s'il parle. Ce livre n'est pas un butin en soi, c'est un échantillon. Je passai derrière le bureau. Ce bureau en bois de maçon, couvert de papiers éparpillés, était le bastion de Lefebvre. Mais chaque bastion a son point faible. J'ai essayé les tiroirs, ils étaient fermés à clé. « Tu as un pied de biche ?» ai-je demandé. Michel a souri. L'ordre de perquisition n'est pas encore arrivé, mais voyons voir dans le cadre de l'enquête sur les lieux du crime. Il a sorti le couteau multifonction qu'il portait qu'à la ceinture et a manipulé le mécanisme de verrouillage. Quelques secondes plus tard, le tiroir s'est ouvert dans un grand bruit. Comme je m'y attendais, il n'était pas rempli d'argent liquide. Les criminels de ce niveau ne gardaient pas leur argent dans leur boutique. Il ne contenait qu'un vieux stylo à plumes, quelques carnets de factures et un cahier noir à couverture en cuir d'apparence ordinaire. Je pris le carnet dans mes mains. Dans la vie, les plus grands secrets se cachent parfois derrière les couvertures les plus ordinaires. Tout comme ce livre ancien, ce cahier noir ressemblait à un simple cahier à 5 € acheté dans une papeterie. Mais lorsque j'ai ouvert la couverture, ce que j'ai découvert m'a surpris. C'était un inventaire des ombres, des pages remplies d'écritures manuscrites, des dates, des titres d'œuvres et des acheteurs. « Michel, dis-je en essayant de réprimer l'excitation dans ma voix, regarde ici. » Michel se pencha par-dessus mon épaule. Je suivis les lignes du doigt. 12 mai, astrolabe du XVIIe siècle, vendu, 45 000 €. 18 juin, ensemble de cartes de l'époque napoléonienne, inventaire perdu du musée de Marseille, vendu, 120 000 €. Et tout en bas de la liste, il y avait une entrée encore incomplète avec la date du jour. Journal de bord tactique de la Marine royale, Brest, 1940, réservé, acheteur, le baron. Le baron, dit Michel, est-ce un pseudonyme ? Probablement, répondis-je. Mais plus important encore, ce livre prouve que Lefebvre n'était qu'un intermédiaire. Il n'était qu'un pion qui trouvait les objets volés et les transférait à ce baron. Je continuai à feuilleter les pages. Il n'y avait pas seulement les ventes, mais aussi une section intitulée « Commande ». Et là, un nom me fit froid dans le dos. Commande. Plan du navire de guerre Soleil Royal, dessins originaux de 1690. Statut, à obtenir, auprès du service des archives maritimes. Je relevai rapidement la tête. « Michel, dis-je d'une voix glaciale, ce n'est pas seulement un réseau de voleurs, il prévoit de s'introduire dans les archives les plus sécurisées de l'État. Les plans du Soleil Royal sont conservés dans les archives centrales de la Marine à Paris, dans la catégorie Top secret et Haute valeur. Il ne suffit pas d'être un voleur pour y entrer, il faut quelqu'un à l'intérieur. » Le visage de Michel s'assombrit. La situation avait complètement changé. Il ne s'agissait plus d'un simple vol dans une boutique, mais d'un réseau d'espionnage et de corruption qui menaçait la sécurité nationale. À ce moment-là, le téléphone fixe posé sur la table sonna. C'était un vieux téléphone à cadran. Son son aigu et métallique rompit le silence de la boutique. Michel me regarda. « On répond ?» Je levai la main pour lui faire signe d'attendre. Lorsque le téléphone sonna pour la 3e fois, Je suis resté silencieux pendant un instant. Mon interlocuteur a dû remarquer que quelque chose n'allait pas dans ma respiration.
Qui êtes-vous demanda-t-il d'un ton soudainement plus dur. Où est Antoine ? Antoine n'est plus disponible, répondis-je en adoptant un ton autoritaire. Mais ne vous inquiétez pas, la Cargazou est entre de bonnes mains, entre celles de la marine française. Il y eut un silence d'une seconde, puis un rire froid et effrayant retentit. Amiral Béard, dit la voix. Il m'avait reconnu. Je savais que nous nous rencontrerions, mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. Bienvenue dans le jeu. Le téléphone s'est éteint. Ma main tremblait en raccrochant le combiné. Pas de peur, mais de colère. Il me connaissait, il connaissait mon nom. Cela signifiait que ce baron ou qui que ce soit me surveillait. À ce stade, j'aimerais vous poser une question. Si un jour vous deveniez la cible d'une force obscure simplement parce que vous avez fait ce qui était juste, reculeriez-vous ou iriez-vous de l'avant ? Car j'avais pris ma décision. Cet appel téléphonique n'était pas une menace, mais une invitation. Et je ne refuse jamais une invitation. Michel, ai-je dit en ajustant ma veste et en glissant le carnet sous mon bras. Rassemble ton équipe. Pas de sommeil cette nuit. Nous allons examiner chaque nom, chaque vente dans ce carnet. Et nous trouverons ce baron. Lorsque nous sommes sortis du magasin, la pluie avait cessé de tomber sur Paris, mais le ciel était toujours couvert. Sous les réverbères, j'ai jeté un dernier regard à Lefebvre, qui montait dans la voiture de police. Ce n'était qu'un pion. Le roi était toujours sur son trône et m'attendait. J'étais désormais le chasseur, mais le gibier était bien plus gros que je ne l'avais imaginé. Il était 3 heures du matin. Les tableaux blancs accrochés au mur du bureau central de lutte contre le trafic des biens culturels étaient couverts de noms, de flèches et de points d'interrogation écrits au crayon noir. Dehors, Paris dormait, mais dans cette pièce, l'atmosphère était aussi tendue que dans le centre de commandement d'un sous-marin. Le cahier noir d'Antoine Lefebvre était posé sur la table. Ce n'était plus seulement un cahier, mais une carte indiquant les lignes ennemies. Le commissaire Michel s'approcha de moi, une tasse de café refroidi à la main. Il avait des cernes sous les yeux. « Cela fait 3 heures que nous regardons ce carnet, Emmanuel, » dit-il. « Nous n'avons rien de concret, à part le nom « Le Baron ». Les destinataires sont tous désignés par des noms de code. Le collectionneur, l'architecte, le Vénitien. Ces types sont comme des fantômes. » « Les fantômes ne laissent pas de traces, Michel. » ai-je répondu en feuilletant à nouveau les pages du carnet. Mais les humains, oui, et Lefebvre, aussi prudent soit-il, était un humain paresseux. Je posai mon doigt sur la page « Commande ». Regarde ici, que dit la source pour les plans du Soleil royal ? Michel se pencha pour lire. Source Neptune. Neptune, répétai-je, le dieu de la mer. C'est le nom de code de notre homme à l'intérieur. Lefebvre n'a pas fait preuve d'une plus grande créativité. Il y a des centaines d'employés qui travaillent dans les archives de la marine, dit Michel, désespéré. On va tous les interroger ? Non, répondis-je, en me levant. Je me plaçai devant le tableau blanc et pris un stylo. C'était le moment de penser comme un amiral. Nous allons filtrer les données. La stratégie, c'est savoir où chercher. Si vous avez déjà été confronté à un problème complexe dans votre vie et que vous ne saviez pas par où commencer, observez bien ce que je vais faire. Peut-être que la solution ne se trouve pas dans la vue d'ensemble, mais dans les moindres détails. J'ai écrit 3 dates au tableau. Dans le cahier, les dates de livraison des marchandises provenant de Neptune, 12 mai, 18 juin, 14 juillet. Que vois-tu à ces dates, Michel ? Michel a haussé les épaules. Des jours à hasard. Le 14 juillet, c'est le jour de la Bastille, un jour férié. Exactement, ai-je répondu. Mes yeux brillaient, j'avais flairé quelque chose. Le 14 juillet, les administrations sont fermées. Seul le personnel de garde disposant d'une autorisation spéciale de sécurité peut entrer dans le bâtiment des archives. Cela réduit le nombre de suspects de 200 à 5. Michel est soudainement devenu plus attentif. Continuez. Le 12 mai et le 18 juin, ces dates tombent un dimanche, encore des jours fériés. Notre Neptune travaille lorsqu'il est seul dans les archives, donc nous devons consulter les tableaux de service. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon assistant à l'académie, le lieutenant Dubois. Je me moquais de l'heure qu'il était. « Dubois, réveillez-vous. Envoyez-moi les tableaux de service des 3 derniers mois des archives centrales de Paris via une ligne sécurisée, immédiatement. » 5 minutes plus tard, j'ai affiché le document reçu sur mon téléphone sur le grand écran de mon bureau. 3 dates, 3 gardes et un seul nom commun aux 3. Archiviste principal, Julien Vasseur. Un profond silence s'abattit sur la pièce. Michel a sifflé.
Vasseur, le type discret et tranquille qui part en retraite dans 2 ans? Les eaux calmes sont dangereuses, Michel, ai-je répondu, en regardant le nom sur l'écran. Julien Vasseur, est-ce quelqu'un dont nous savons qu'il a des dettes de jeu? Michel effectua une recherche rapide sur sa tablette. Son visage se durcit. Pas de jeu. Pire que ça, son fils est traité dans une clinique privée appelée Le Cercle. Le coût mensuel est de 15 000 €, 3 fois le salaire de Vasseur. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Un enfant malade, un père désespéré et un réseau impitoyable qui l'exploitait. L'histoire était tragique, mais cela n'atténuait en rien la gravité du crime commis. Quand Vasseur livrera-t-il les plans du Soleil Royal ? Demanda Michel. Je me suis replongé dans le carnet. J'ai regardé la note à côté de la dernière commande. Livraison, heure bleue. Coordonnées 48.86.2.33. L'heure bleue, murmurai-je. En photographie et en navigation, c'est le moment juste avant le coucher du soleil, lorsque la lumière devient bleutée, donc ce soir. Quant aux coordonnées, j'ai ouvert la carte, j'ai entré les coordonnées. Au cœur de Paris, juste derrière le musée du Louvre, le jardin des Tuileries était indiqué. « C'est un endroit très fréquenté » dit Michel. « N'est-ce pas risqué pour une livraison ?» Au contraire, répondis-je, j'enfilai ma veste. Le meilleur endroit pour se cacher, c'est au milieu de la foule. Parmi les touristes, les enfants et les vendeurs ambulants, personne ne remarquera 2 hommes assis sur un banc en train d'échanger un journal. Sauf nous. Je me dirigeais vers la porte, mais je m'arrêtai et me tournai vers Michel. Nous mènerons cette opération en civil. Pas de sirène, pas d'uniforme. Nous devons prendre Vasseur en flagrant délit, mais surtout, nous devons suivre la personne à qui il va livrer la marchandise, c'est-à-dire le coursier du baron. Le chemin qui mène au baron passe par ce coursier. Michel vérifia son arme et la remit à sa ceinture. « Ça m'a manqué de travailler avec toi, Emmanuel. Quand tu prendras ta retraite, tu devrais me rejoindre. » « Mon travail, c'est la mer, Michel, dis-je en ouvrant la porte, mais parfois, chasser les requins sur terre est aussi très agréable. » Lorsque nous avons quitté les bureaux de l'OCBC, le jour se levait, Paris s'éveillait, les gens se rendaient au travail, les boulangeries embaumaient l'air de l'odeur et croissants frais. Personne ne savait que quelques heures plus tard, une partie d'échecs allait se jouer dans le jardin des Tuileries. Vasseur allait apporter les plans, le coursier allait les récupérer, et nous allions les attendre dans l'ombre. Mais j'avais toujours en tête la voix au téléphone, le baron. Il me connaissait, il m'attendait. Cette livraison était-elle réelle ou s'agissait-il d'un piège pour m'attirer ? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir, mordre à l'hameçon sans mordre le crochet au bout de la ligne. Si vous voulez savoir comment cette opération va se terminer, quel sera le prix de la trahison de Vasseur, et si nous allons pouvoir nous rapprocher un peu plus de l'identité du baron, ne manquez pas ce que je vais vous raconter dans quelques instants. Car ce soir, les oiseaux du jardin des Tuileries ne sentiront pas seulement l'appât, mais aussi l'odeur de la poudre. L'heure bleue. C'est le moment où le romantisme est le plus intense pour les poètes, la lumière la plus parfaite pour les photographes et le camouflage le plus efficace pour les unités opérationnelles comme la nôtre. Le ciel n'est ni tout à fait clair ni tout à fait sombre, tout est flou derrière un filtre bleu foncé. Et dans cette obscurité, distinguer un criminel d'un touriste nécessite une précision chirurgicale. J'étais assise sur l'une des chaises métalliques vertes au bord du grand bassin du jardin des Tuileries. Je portais un imperméable ample comme ceux que portent les touristes, une casquette de baseball sur la tête et un sandwich à moitié mangé. À la main, personne ne me regardait. Une femme d'âge mature mangeant seule à Paris est l'objet le plus invisible de la ville. Mais mes yeux étaient rivés sur un seul point, comme la tête d'un missile guidé par laser, le banc de l'autre côté du bassin. Là, Julien Vasseur était assis, vêtu d'un manteau gris et tenant fermement dans ses bras un type noir contenant un projet. Pauvre homme, il ressemblait davantage à un enfant attendant une réprimande de son directeur d'école qu'à un traître à la patrie. Sa jambe tremblait sans cesse, il regardait sa montre à chaque seconde qui passait. Dans ce tube à dessin se trouvaient les dessins originaux et inestimables du Soleil Royal, le plus magnifique navire de guerre du XVIIe siècle, et probablement aussi le rêve d'argent sale permettant de payer les frais de traitement de son fils malade. Le micro de mon casque s'est mis à grésiller. « La cible a le pouls très élevé, elle semble sur le point de s'évanouir », déclara Michel. Il était caché derrière une toile, déguisé en peintre de rue, à 50 mètres de là. « Reste calme, Michel, murmurai-je, en prenant une bouchée de mon sandwich. La peur est la plus fidèle alliée de la trahison. Laisse-le avoir peur, cela le rendra plus irrugrave. »
Il était 21h15. Il y eut du mouvement au point de rendez-vous. Un coureur en tenue de sport, écouteurs dans les oreilles, arrivait du côté du musée du Louvre. Il courait à vive allure, mais ses yeux n'avaient pas la concentration introvertie d'un sportif. Ses yeux scrutaient les alentours. Il analysait les menaces. Le coursier approche, dis-je. Il vient de 3 heures. Survêtement noir, chaussures de sport rouges. Le coureur ralentit devant le banc où Vasseur était assis. Il se pencha, faisant semblant de lasser ses chaussures. Vasseur commit la plus grande erreur qu'un amateur puisse faire. Il se leva brusquement et tendit le tube à l'homme. « Attends, dit Michel dans l'oreillette, établis le contact. » Le coureur prit le tube et le fixa à une attache spéciale à sa ceinture. En échange, il glissa une petite enveloppe blanche dans la main de Vasseur. Maintenant, au moment où je donnai l'ordre, la perception du temps dans le parc changea. Michel renversa sa toile et se mit à courir. 2 policiers en civil cachés dans les buissons bondirent. « Police, ne bougez pas !» Vasseur s'est effondré sur place, les mains sur la tête. Il s'était rendu. Mais le coursier n'a pas bondi comme un lapin, mais comme un lévrier. Il était beaucoup plus rapide que je ne l'avais imaginé. Il a franchi le cordon de police et s'est élancé vers la place de la Concorde, c'est-à-dire vers la circulation et la foule. Michel criait derrière lui, mais la distance entre eux augmentait. Le coursier allait s'échapper. Bien sûr, il n'avait pas tenu compte de mes calculs. Je posais doucement mon sandwich sur le banc. Le coursier devait passer devant moi pour s'enfuir. Il me prenait toujours pour un touriste effrayé. En courant vers moi, il me fit signe de m'écarter. Je me suis levée. Je ne me suis pas écartée. Au moment où il allait passer juste à côté de moi, j'ai légèrement avancé mon pied droit, le plaçant exactement au centre de sa foulée. Et en même temps, je l'ai attrapé par le bras et j'ai utilisé son élan contre lui. C'était une technique Tai Otoshi simple mais parfaite que j'avais apprise auprès d'officiers de la marine japonaise. L'homme a fait une roulade dans les airs et a heurté violemment le sort en gravier. L'air s'est échappé de ses poumons. Au moment où il est tombé, j'ai appuyé mon genou sur son dos et lui ai tordu le bras dans le dos. Belle course, lui ai-je murmuré à l'oreille, mais mauvaise ligne d'arrivée. Michel et son équipe nous ont rejoints, à bout de souffle. Ils ont menotté le coursier. J'ai pris le tube à ma taille et j'ai vérifié son contenu. Les plans du Soleil Royal, intacts. Je me suis approchée de Vasseur. Il pleurait. Le visage entre les mains, il sanglotait. « Mon fils », gémissait-il, « je voulais juste sauver mon fils. Il m'avait promis. » Je me suis agenouillée devant lui, non pas en tant qu'amiral, mais en tant qu'être humain, sans toutefois perdre le professionnalisme froid de ma voix. « Julien, lui ai-je dit, tu ne peux pas sauver ton fils avec l'argent d'une organisation criminelle. Cet argent est taché de sang, et le sang n'apporte jamais la guérison. » Pendant que les policiers emmenaient Vasseur, j'ai ouvert l'enveloppe blanche que je tenais dans ma main. Il n'y avait pas d'argent à l'intérieur, seulement une carte de visite et une note manuscrite. La carte de visite appartenait au club privé le plus luxueux de Paris, accessible uniquement aux membres, le Club des Ombres. La note ne contenait qu'une seule phrase. 22 heures. La vente aux enchères commence. J'ai regardé ma montre. Il était 21h45. Le coursier n'était pas un simple livreur. Il essayait d'acheminer ses plans à temps pour une vente aux enchères dans ce club. Le baron était là, et la vente principale avait lieu ce soir-là. Michel s'approcha de moi et essuya la sueur sur son front. « Ces types ne parlent pas, Emmanuel. Le coursier est un vrai pro. Il n'a même pas de nom. » « Nous n'avons pas besoin de son nom, Michel, dis-je en lui montrant la carte de visite. Nous avions besoin de l'adresse, et nous avons l'invitation. » « On ne peut pas entrer là-bas, dit Michel en regardant la carte de visite. Ce club, il est rempli de non bénéficiant de l'immunité diplomatique, de milliardaires. Obtenir un mandat de perquisition prendrait des semaines. » Je souris. Mon sourire dangereux était de retour. Je redressai le col de mon trench-coat. Qui a dit qu'on y entrerait avec un mandat de perquisition ? Je fixai mon regard sur les lumières de Paris. J'y entrerai en tant que cliente. J'ai entre mes mains ce qu'ils désirent le plus. Je levai le tube contenant les plans. Ces plans sont mon ticket d'entrée. C'est de la folie, dit Michel. Ils te connaissent, ils ont entendu ta voix. Ils me connaissent en tant qu'amiral, mais ce soir, l'amiral Béard prend sa retraite. Ce soir, c'est Madame Vengeance, une collectionneuse corrompue qui entre en scène. Parfois, pour rendre justice, il faut retirer les gants qui tiennent la balance de la justice et se salir les mains. Si vous voulez voir comment je vais jouer au poker derrière les portes les plus élitistes, les plus dangereuses et les plus fermées de Paris, si vous voulez voir si je vais bluffer en regardant le baron dans les yeux, prenez place maintenant. Car l'enjeu sur la table n'est plus seulement un livre, c'est ma vie. « Michel, dis-je en marchant vers la voiture de police, trouve-moi un costume chic, des écouteurs sans fil et une fausse lettre de garantie bancaire qui semble contenir 50 millions d'euros. Nous allons à une vente aux enchères. »
Le niveau du jeu avait changé. Nous n'étions plus dans la rue, nous étions désormais dans l'antre des loups, et je n'avais aucune intention d'être le plat principal. Le 16e arrondissement de Paris est le quartier de l'argent ancien, des hauts murs et des secrets encore plus élevés. À 21h55, nous nous sommes arrêtés devant cette somptueuse demeure de l'avenue Foch qui semblait abandonnée, vue de l'extérieur, dans une berline noire. Je ne portais plus mon imperméable pratique ni ma casquette de baseball. À leur place, je portais une robe en soie bleu nuit, aux épaules dénudées, qui enveloppait mon corps comme une armure. À mon cou, je portais un collier en diamant faux, mais impossible à distinguer des vrais, et à mon oreille, un accessoire inestimable, une radio de police à haute fréquence, aussi petite qu'un grain de riz. Michel était assis au volant, sans uniforme et coiffé d'une casquette. Il me regarda dans le rétroviseur, ses yeux reflétaient son inquiétude. « Ils utilisent peut-être un brouilleur, Emmanuel. Notre connexion pourrait être coupée dès que tu seras entré. Si tu ne nous donnes pas de signe dans les 15 minutes, nous enfoncerons la porte. » « Ne défonce pas la porte, Michel, dis-je en appliquant mon rouge à lèvres rouge foncé sur mes lèvres. Ce n'est pas une descente, c'est une invitation, et je suis l'invité d'honneur. Lorsque je suis sorti de la voiture, la fraîcheur de la nuit a frappé mes épaules nues, mais je n'ai pas frissonné. L'adrénaline empêche de ressentir le froid. Dans ma main, je ne tenais pas le tube noir contenant les plans du Soleil Royal, mais un élégant porte-document argenté. Des copies numériques haute résolution des plans et un petit morceau découpé dans l'original, une sorte d'échantillon, se trouvaient dans ce sac. Les originaux, ils étaient en sécurité dans le coffre-fort de l'OCBC. Le gardien qui se tenait devant l'immense porte en chêne du manoir n'était pas un être humain, mais un mur vêtu d'un costume. Il ne m'a pas demandé mon invitation, il m'a simplement regardé et a chuchoté quelque chose dans son oreillette. « Non », a-t-il demandé d'une voix aussi rude qu'une bétonnière. Je n'ai bien sûr pas répondu « Madame Vengeance », cela aurait été trop théâtral. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai donné le code secret inscrit au dos de la carte de visite. L'heure bleue est passée, la nuit est tombée. La porte s'est ouverte dans un silence mécanique. En entrant, je m'attendais à une fête bruyante, de la musique ou des rires, mais ce que j'ai trouvé, c'était un silence de mort. Le salon ressemblait à une miniature du château de Versailles. Des lustres en cristal, des rideaux en velours et des tableaux de la Renaissance accrochés au mur, probablement tous volés. Il y avait environ 20 personnes à l'intérieur, des femmes et des hommes, tous élégants, tous riches et tous masqués. Des masques vénitiens, des visages en or, en argent, en porcelaine, une foule sans identité. La nudité de mon propre visage m'avait soudainement rendue la plus vulnérable de la pièce, ou la plus courageuse. Un gardien s'est approché avec un plateau en argent et m'a tendu un masque noir à plumes. « C'est obligatoire, madame. » J'ai pris le masque, mais je ne l'ai pas mis. Je l'ai tenu dans ma main. « Je ne suis pas venu ici pour me cacher, » dis-je, laissant ma voix résonner dans la salle. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. À cet instant, j'ai senti le poids de ces 20 paires d'œils posés sur moi. Mais un amiral n'a pas peur de regarder l'œil du cyclone. Au fond de la salle, surélevé par rapport aux autres, un homme était assis dans un fauteuil en velours rouge. Il ne portait pas de masque. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux traits anguleux, les cheveux tirés en arrière, un verre de cognac à la main. Ses yeux étaient aussi froids et immobiles que ceux d'un serpent. C'était lui, le baron, ou de son vrai nom, Victor K., surnommé le fantôme par Interpol. Il ne fut pas surpris de me voir. Au contraire, un léger sourire moqueur apparut sur ses lèvres. Il leva légèrement le verre qu'il tenait à la main. « Amiral Béard », dit-il. Sa voix était un baryton suave, dépourvu du timbre métallique qu'il avait au téléphone. « Ou plutôt, devrais-je vous appeler par votre rôle de ce soir, la reine des voleurs ?» La foule dans la salle se mit à chuchoter. L'amiral ? La police ? Je m'approchais lentement de lui, le bruit sourd de mes talons résonnant sur le parquet. « Je ne joue pas un rôle, Victor, dis-je, en utilisant son nom à dessein. C'était pour ébranler l'équilibre des forces.
Et je ne suis pas venue en tant que policière. Si j'étais venue en tant que policière, il y aurait maintenant des lampes tactiques à la place de ces lustres et des menottes à la place de ce verre de cognac. J'ouvris mon sac, j'en sortis le petit morceau de parchemin et le posai sur la table. « Je suis venue faire un marché, dis-je. Vous voulez les plans, je veux les noms. » « Les noms » a-t-il relevé les sourcils. « Les noms de toutes les personnes présentes dans cette pièce, la liste complète de vos clients et de vos fournisseurs. » Victor éclata de rire. Ce n'était pas un rire sincère, mais un verdict de mort. Tu es vraiment folle, Emmanuel. Tu crois vraiment pouvoir entrer ici, dans mon bureau, et me menacer? Ces gens, il désigna la salle du doigt, ces gens dirigent les gouvernements les plus puissants du monde, font chuter les marchés boursiers, déclenchent des guerres. Tu ne peux pas mettre leur nom dans un dossier de police. Il se leva. Il était plus grand que moi, mais je ne reculais pas. Je vais prendre les plans, dit-il en se penchant vers moi. Et toi, tu ne sortiras pas vivant de cette pièce, parce que nous sommes au club des ombres. La lumière qui pénètre ici est absorbée. C'est à ce moment-là que j'ai joué mon plus gros bluff. Dans la vie, il faut parfois dire « je suis » quand on n'a aucune carte en main. Si vous ressentez dans vos tripes comment cette histoire est passée d'un simple vol de livres à une lutte pour la survie, prenez maintenant une grande inspiration, car ce que je m'apprête à faire ne s'apprend pas à l'école militaire. J'ai souri, et j'ai retiré le petit appareil de mon oreille. « Michel, tu m'entends » ai-je dit à voix haute. Puis j'ai jeté l'appareil dans le verre de cognac. C'est fait, la connexion était coupée. Victor était surpris. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai coupé mon soutien extérieur et je répondis « Il n'y a plus que toi et moi, Victor, mais il y a quelque chose que tu ignores. » J'ai plongé la main dans mon sac, tout le monde a cru que j'allais sortir une arme, certains ont crié, mais j'ai sorti un téléphone. Je lui ai montré l'écran, il y avait un compte à rebours, 04 59 04 58. « Ceci, dis-je calmement, est ma clé mortelle. Si ce téléphone n'est pas déverrouillé avec mon empreinte biométrique dans les 5 minutes, les copies numériques des plans du Soleil Royal et les coordonnées GPS actuelles de ce club seront automatiquement envoyées par email aux services de presse du Monde, du New York Times et d'Interpol. » L'expression confiante sur le visage de Victor se figea. « Donc, dis-je en prenant la bouteille de cognac sur la table et en me servant un verre, tu peux me tuer, Victor. Mais si tu le fais, toi et tous tes amis masqués feront la une des journaux du monde entier. Maintenant, assieds-toi et commençons à négocier. » Le silence dans la pièce n'était plus mortel, il était électrique. Victor se rassit. Il serrait les dents comme en qu'émoignaient les muscles de sa mâchoire. « Que veux-tu » siffla-t-il. Je pris une gorgée de mon verre. Le goût était intense, tout comme la victoire. « D'abord, dis-je, dis à tes amis masqués de sortir. Nous allons parler en tête-à-tête. Parce que ce que tu vas me dire, ils ne voudront pas l'entendre. » C'était un pari, le plus gros pari de ma vie. J'avais 5 minutes, et l'homme en face de moi était un psychopathe qui ne savait pas perdre. Mais il avait oublié une chose, je suis la fille de la mer, et nous savons danser avec la tempête. Victor va-t-il voir mon bluff, ou bien, lorsque nous serons seuls dans cette pièce et que les vrais visages sous les masques apparaîtront, la guerre va-t-elle se transformer en bain de sang ? Maintenant, lorsque les portes se fermeront, nous verrons ce qui se passe à l'intérieur. Et croyez-moi, aucun accord n'est conclu sans effusion de sang. L'atmosphère dans la salle était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Victor a regardé mon téléphone posé sur la table, les chiffres rouges défilaient impitoyablement sur l'écran. 04 12 04 11. Il hésita un instant. Son regard se posa sur les invités masqués présents dans la salle. Ces personnes, ministres, PDG, collectionneurs célèbres, si leur identité était révélée, ce n'était pas seulement Victor qui coulait, mais la moitié de France. Et Victor était un homme capable de mettre le feu au monde pour protéger son empire, mais il ne pouvait pas se brûler lui-même. Il leva la main et claqua des doigts. « Sortez », dit-il. Sa voix était glaciale. Des protestations s'élevèrent. Mais Victor, la vente à auction, qui est cette femme ? Victor ne se retourna même pas vers eux. « Vous m'avez entendu. Tout de suite, utilisez la sortie arrière. » La foule masquée se dirigea vers la porte arrière comme un troupeau de moutons effrayés. Des bruits de talons, des chuchotements et le froufrouement des robes en sua. En 1 minute, la somptueuse salle était complètement vide. Il ne restait plus que moi, Victor, et le compteur mortel posé sur la table. 3h30.
Victor prit son verre de cognac et, comme il s'agissait d'un insecte, saisit entre ses doigts l'écouteur moyé et abîmé qui s'y trouvait et le jeta de côté. Puis il but une grande gorgée de son verre. Impressionnant, vraiment impressionnant, amiral. Mais vous oubliez une chose, je suis un commerçant, et tout commerçant connaît la valeur réelle de sa marchandise. Vous n'êtes pas venu ici uniquement pour récupérer une liste, vous êtes venu pour m'éliminer. Le temps presse, Victor, nous n'avons pas le temps de philosopher. Je veux connaître la signification réelle des noms codés dans le carnet de Lefebvre et savoir à qui et dans quel but il compte vendre les plans du Soleil Royal. Victor rit. Ah, le Soleil Royal! Ce n'est pas seulement de l'encre sur un parchemin, Emmanuel, c'est une carte. Sais-tu ce qu'il y avait dans l'épave de ce navire qui a coulé en 1692? Pas de l'or, pas de canon, les sceaux secrets du roi Louis XIV. Si tu trouves ces sceaux, tu trouveras aussi les documents qui ébranleront les fondements de la République actuelle. L'histoire avait soudainement pris une autre tournure. Il ne s'agissait pas d'un simple vol d'œuvres d'art, c'était un plan de chantage historique. Victor allait utiliser ces plans pour atteindre l'épave et faire chanter l'État avec les documents qu'il en retirerait. Les noms, dis-je d'une voix ferme. Donne-moi les noms de tous ceux qui font partie de ce réseau de chantage. Sinon, dans 2 minutes et 45 secondes, le monde entier saura qui tu es. Victor se leva et se dirigea vers l'énorme tableau à l'huile du XVIIe siècle, accroché au-dessus de la cheminée. Il toucha un mécanisme secret dans le cadre du tableau. Le tableau coulissa sur le côté, révélant un coffre-fort numérique. « Je vais te donner ce que tu veux », dit-il en entrant le code, « mais à une condition. » Le coffre s'ouvrit, il en sortit non pas une boîte recouverte de diamants, mais une simple clé USB métallique. « Tu prendras ça. Je sais que tu ne me donneras pas l'original de tes plans, garde les fichiers numériques. Mais cette clé, elle contient des noms que tes petits policiers ne pourront jamais atteindre. Des secrétaires d'État, des directeurs de police, peut-être même des amis de ton académie. » Il jeta la clé USB sur la table, à côté de mon téléphone. « Prends ça et pars, arrête le compte à rebours, et dors en pensant que tu as gagné cette guerre. Mais sache qu'Emmanuel, quand tu liras cette clé USB, tu diras que tu aurais préféré que le compte à rebours du téléphone se termine et que le monde disparaisse. » 1h20. J'ai pris la clé USB. Je sentis le métal froid dans ma paume. C'était la boîte de Pandore. « Marché conclu », dis-je. J'ai pris mon téléphone, j'ai posé mon doigt sur le capteur. Victor retenait son souffle en observant. J'ai scanné mon doigt, l'écran est devenu vert. Opération annulée. Victor poussa un profond soupir. Ses épaules s'affaissèrent. À cet instant, j'ai vu à quel point il avait vieilli. La peur est ce qui fait vieillir le plus rapidement. J'ai pris mon sac, je me suis retournée et j'ai commencé à marcher vers cette immense porte. « Emmanuel » m'a-t-il appelé. Je me suis arrêtée mais je ne me suis pas retournée. Ce téléphone, allait-il vraiment l'envoyer? Je tournai légèrement la tête, arborant ce mystérieux sourire à la Mona Lisa. « Tu ne le sauras jamais, Victor. Bonne nuit. » En sortant du manoir, la fraîcheur de la nuit m'a frappé le visage. Devant la porte, le commissaire Michel et son équipe, les armes à la main, s'étaient positionnés pour enfoncer la porte. En me voyant, ils ont baissé leurs armes avec surprise. Michel courut vers moi. « Emmanuel, tu vas bien? Le signal a été coupé. Les 15 minutes étaient presque écoulées. Nous allions entrer. » J'ai pressé la clé USB sur la poitrine de Michel. « Ce n'est pas nécessaire, dis-je, en prenant une profonde inspiration. Le château est tombé. Tout le monde s'est enfui, mais j'ai mis le roi échec et mat. Cette clé contient la carte de tout le réseau. » Nous sommes montés dans la voiture. Michel était encore sous le choc lorsqu'il a pris le volant. « Comment as-tu fait ?» m'a-t-il demandé. « Cet homme, Victor K, ne parle jamais. Que lui as-tu proposé ?» Je ne lui ai pas fait de faire, Michel. Je lui ai simplement rappelé qu'il avait beaucoup à perdre. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. L'application du minuteur était toujours ouverte à l'écran. Michel a regardé l'écran. « C'est juste une application de minuteur de cuisine ?» m'a-t-il demandé, les yeux écarquillés. « Il n'y a pas d'intégration email? Pas de liste de presse ?» J'ai ri. La tension du moment s'est dissipée avec mon éclat de rire. C'est l'art de la guerre, Michel. Il est plus important que l'ennemi croie en ta puissance que tu possèdes réellement cette puissance. Victor est un vieil homme qui a peur de la technologie. Quand il a vu les chiffres rouges et le message « chargement en cours » s'afficher à l'écran, il n'a pas remis en question le software qui se cachait derrière. Alors que la voiture glissait dans les rues de Paris, je me suis sentie paisible pendant un instant. Mais ensuite, j'ai pensé à cette clé USB qui chauffait dans ma main. Les derniers mots de Victor résonnaient dans ma tête. « Peut-être que tes amis de l'académie. »
Cette victoire n'était pas une victoire douce, c'était une victoire qui me donnait la nausée. Car lorsque nous brancherions cette clé sur l'ordinateur, les noms que nous verrions nous feraient plus mal que nos ennemis. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous aviez entre les mains un document prouvant la trahison de tous ceux en qui vous aviez confiance? Auriez-vous osé l'ouvrir ou auriez-vous préféré la tranquillité de l'ignorance? Je m'appelle Emmanuel Béard et je préfère toujours la vérité à la tranquillité. Appuie sur le champignon Michel. Nous avons un long chemin à parcourir et de nombreux traîtres à affronter. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La véritable tempête éclatera lorsque je brancherai cette clé USB à l'ordinateur. Nous allons maintenant découvrir que la trahison vient de mon entourage le plus proche, d'un endroit où je ne m'y attendais pas. Préparez-vous, car cette fois, l'ennemi n'est pas en face de moi, mais à mes côtés. Il est 5h45. L'aube se lève, mais le temps n'a pas d'importance dans le laboratoire de cybercriminalité de l'OCBC. Il n'y a que la lumière bleue des écrans, le bourdonnement des ventilateurs et les battements de mon cœur qui s'accélèrent. Le commissaire Michel et moi sommes devant l'ordinateur central auquel est connectée la clé USB métallique fournie par Victor. Léo, un jeune expert en cybersécurité, tape sur le clavier à toute vitesse, comme s'il composait une symphonie. Le cryptage est de niveau militaire, dit Léo sans quitter l'écran des yeux. Mais Victor n'a pas changé le mot de passe. C'est Soleil 1692. Quel arrogant. Ouvre-le, Léo, dis-je. L'impatience dans ma voix n'était pas seulement due à la curiosité. Je voulais savoir à quoi j'avais affaire le plus vite possible, afin de pouvoir me préparer en conséquence. La touche Entrée est enfoncée. L'écran s'assombrit un instant, puis des centaines de dossiers et de documents défilent comme un torrent. Des relevés bancaires, des emails, des enregistrements audio, des actes de propriété. Ce n'était pas une organisation criminelle, mais un étai parallèle. Michel pâlit en lisant les noms à l'écran. Mon Dieu, n'est-ce pas le secrétaire d'État à l'intérieur? Et celui-là, le directeur adjoint de la police de Paris? Laisse-les tranquilles, Michel, dis-je, en m'approchant davantage de l'écran. Ouvre le dossier de la marine. Léo fit bouger la souris de sa main tremblante. Le dossier s'ouvrit. Il ne contenait que 3 documents. Protocole de sécurité des archives maritimes, à jour. Tableau de service de la base sous-marine nucléaire, liste de paiements, taupe. Ouvre la liste des paiements, et je dis, ma voix me semblait désormais étrangère. La liste s'ouvrit. Il n'y avait aucun nom, seulement un nom de code, boussole. Et le compte sur lequel les paiements étaient effectués appartenait à une société écran des îles Caïmans. Mais chaque transfert était accompagné d'une petite note. 12 mai, carte d'accès aux archives copiée. 14 juillet, officier de garde manipulé. 20 août, accès obtenu à l'ordinateur personnel du doyen. Cette dernière mention m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. L'ordinateur personnel du doyen, et je murmurai, c'est-à-dire mon ordinateur. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait accéder à mon ordinateur, entrer dans mon bureau sans poser de questions et deviner mes mots de passe. Léo, dis-je d'une voix glaciale, peux-tu tracer l'adresse IP de Compass? Trouve l'endroit où de lui il a téléchargé les fichiers. Un instant, amiral. Léo entra quelques commandes. Une carte apparut à l'écran. Un point rouge se mit à clignoter. Ce n'était pas Paris, c'était Brest, le campus de l'école navale, plus précisément les logements de personnel, bâtiment B, appartement 4. Je fermai les yeux. Je savais à qui appartenait cet appartement sans même regarder la carte. Le lieutenant Marc Dubois, mon bras droit, celui que j'avais formé, que je considérais comme mon fils, l'officier le plus brillant de l'école, celui qui répondait fidèlement à mes appels au milieu de la nuit lorsque je lui demandais les tableaux de service, celui qui me disait tout de suite amiral. Il s'avère qu'en m'envoyant ces tableaux, il effaçait en fait les traces de ses propres complices. C'est lui qui avait inscrit Vasseur comme garde cette nuit-là, c'est lui qui avait divulgué des informations à Victor. Il avait tout fait. Michel m'a touché l'épaule. Emmanuel. Dubois, tu es sûr? Ce gamin t'adorait. Il ne m'adorait pas, Michel, dis-je, en ouvrant les yeux. Il m'observait, comme un chasseur observe sa proie. Ce que je ressentais à ce moment-là n'était pas de la colère, ce n'était pas la colère froide et professionnelle que j'éprouvais envers Victor et Lefebvre, c'était de la pure douleur. La trahison, quand elle vient d'un ennemi, c'est la guerre. Quand elle vient d'un ami, c'est un assassinat. Et moi, j'avais été poignardé dans le dos. « Que faisons-nous » demanda Michel. « Prévenons-nous la police de Brest, qu'elle l'arrête ?»« Non, répondis-je. Je redressai ma veste, je mis mon masque d'amiral impénétrable. Ce n'est pas une affaire de police, Michel, c'est une affaire militaire et une trahison. Je sortis mon téléphone. Je trouvai le nom lieutenant Dubois dans mon répertoire. J'appuyai sur la touche d'appel. Le téléphone sonna 3 fois. « Amiral ?» Sa voix était endormie mais alerte.
À cette heure matinale? Y a-t-il un problème? Bonjour Marc, dis-je. Ma voix était aussi lisse que la surface d'une mer calme. Il n'y avait aucune ondulation. J'ai terminé mon travail à Paris. Vasseur a été arrêté. Mais Vasseur parle, Marc, et il dit des choses très intéressantes. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, de l'ordre de la microseconde, le bruit d'une respiration retenue, la signature la plus évidente d'un criminel. Vraiment, amiral? Que dit-il? On ne parle pas de ça au téléphone, répondis-je. Je pars tout de suite, soit dans mon bureau à 14 heures cet après-midi. Et Marc, mets ton uniforme de cérémonie. Mon uniforme de cérémonie? Pourquoi, monsieur? Parce qu'aujourd'hui sera un jour historique à l'Académie, ai-je répondu. La fin d'une époque. Je raccrochai le téléphone. Michel me regardait avec effroi. Vous lui donnez le temps de s'enfuir? Pourquoi l'avez-vous prévenu? Il ne s'enfuira pas, ai-je répondu en me dirigeant vers la porte du laboratoire. Marc est intelligent. Il sait que s'il s'enfuit, cela reviendrait à reconnaître sa culpabilité. De plus, il ne sait pas que Victor a été arrêté. Il pense seulement que Vasseur a parlé. Il viendra pour voir si je bluffe ou non. Son orgueil aura raison de lui. Je m'arrêtai à la porte et me tournai vers Michel. Remets ces dossiers au procureur, Michel. Les ministres, les directeurs, prends tout. Mais Dubois est à moi. Je l'ai formé, c'est moi qui le punirai. Lorsque je suis sortie du bâtiment et que je suis montée dans ma voiture, le soleil s'était complètement levé sur Paris, mais mon monde était sombre. J'avais 6 heures de route entre Paris et Brest. Pendant ces 6 heures, j'allais réfléchir à la façon dont l'homme que j'appelais mon fils s'était transformé en monstre. Et quand il entrera dans cette pièce, il ne trouvera pas une mère ou un professeur, il trouvera un amiral trahi. La partie la plus difficile de cette histoire commence maintenant. Il est facile de vaincre un ennemi, il suffit d'appuyer sur la gâchette et c'est fini. Mais détruire quelqu'un que vous aimez, c'est ça le vrai combat. Que feriez-vous à ma place? Le livreriez-vous à la police? Ou entreriez-vous dans cette pièce pour le regarder dans les yeux et lui demander « Pourquoi ?» J'attends votre réponse dans les commentaires, car dans quelques instants, cette porte se fermera et il ne restera plus que 2 personnes à l'intérieur, et une seule en ressortira avec son grade. Les murs de pierre de l'école navale de Brest résistent depuis des siècles au vent violent de l'océan. Ce n'est pas seulement une école, c'est un temple. Le temple de l'honneur, de la discipline et de la loyauté. Et moi, en tant que grande prêtresse de ce temple, j'allais bientôt faire un sacrifice sur mon autel. J'étais dans ma chambre, le bois de mahagoni de mon bureau était si brillant qu'il reflétait la fatigue sur mon visage et la tristesse indescriptible dans mes yeux. J'ai regardé par la fenêtre, l'océan Atlantique était gris et agité, tout comme la tempête qui faisait rage en moi. Il était exactement 14 heures. On frappa à la porte. « Entrez », dis-je. Ma voix résonnait sur les murs de pierre de la pièce. La porte s'est ouverte. Le lieutenant Marc Dubois est entré. Il portait son uniforme de cérémonie, ses épaulettes brodées d'or, les médailles sur sa poitrine, son sabre de cérémonie à la ceinture. Il était impeccable. Il ne ressemblait pas à un soldat, mais à une statue. Mais ses yeux, on ne peut pas cacher à une mère ou à un commandant le regard fuyant et les pupilles tremblantes de ses yeux. Il frappa ses talons l'un contre l'autre et salua. « Lieutenant Dubois, à votre service, amiral. » Je ne me suis pas tournée vers lui. J'ai continué à regarder la mer par la fenêtre. Je ne lui ai pas dit « repos », je ne lui ai pas dit « asseyez-vous ». Le silence dans la pièce rendait audible la respiration de Marc. « Tu sais, Marc, dis-je, toujours en regardant la mer, en navigation, le compas est l'instrument le plus important. Il te montre le chemin, il te ramène à maison. Mais si un compas est défectueux, s'il est dévié magnétiquement, il ne te mènera pas au port, mais sur les rochers. » Je me suis lentement retournée. « Pourquoi ton nom de code est compas, Marc ?» Le masque professionnel de Marc se fissura. Son regard se posa sur l'objet posé sur mon bureau, la clé USB métallique de Victor. « Je ne comprends pas, monsieur. » Sa voix tremblait. « Je n'ai pas de nom de code. Je suis le lieutenant Dubois. »« Arrête ça !» criai-je. Ma voix claqua comme un fouet. J'ai frappé la table de ma main. « Ne me mens pas. Je peux tout observer dans cette pièce, mais jamais tes mensonges. Vasseur m'a tout raconté. Victor a été arrêté, et les relevés de ce foutu compte aux îles Caïmans sont devant moi en ce moment même. » Marc recula d'un pas. Il était livide. Il n'avait plus aucun moyen de nier. Il était acculé. « Pourquoi ?» demandai-je en baissant la voix. Cette question me faisait plus mal que de crier. « C'est moi qui t'ai choisi, Marc.
C'est moi qui t'ai remis ta médaille quand tu as été major de l'Académie. Je t'ai fait confiance. Je t'ai confié la clé de mon bureau, mes secrets, l'avenir de la marine. Pourquoi? Pour l'argent? Pour boire du champagne dans ces clubs luxueux avec des types comme Baron? Marc baissa la tête. Puis, soudain, il la releva. Ce n'était pas du regret qu'il y avait dans ses yeux, mais une étrange colère. Ce n'était pas seulement pour l'argent, dit-il d'une voix rauque. Vous ne comprenez pas, amiral. Vous êtes au sommet. Mais moi, je n'étais que votre fidèle assistant. Tout le monde me voyait comme votre ombre, le fils chéri de l'amiral Béard. Je voulais mon propre nom, je voulais le pouvoir. Victor m'avait promis cela, sortir de votre ombre et bâtir mon propre empire. Un empire? J'ai ri, un rire amer et froid. Tu n'étais pas en train de bâtir un empire, Marc, tu vendais ta patrie, et ce faisant, tu as effacé non pas ton nom, mais ton âme. J'ai sorti un papier du tiroir de mon bureau. Ceci, ai-je dit en lui tendant le papier, n'est pas ta lettre de démission, c'est ton acte de renvoi devant le tribunal militaire, pour trahison. Marc se mit à trembler. Amiral, je vous en prie, j'ai commis une erreur, je peux la réparer. Ne me livrez pas à la police, le tribunal militaire mettra fin à ma vie. C'est toi qui as mis fin à sa vie, lieutenant, lui dis-je. Je m'avançais vers l'espace vide devant mon bureau et m'arrêtais juste en face de lui. Maintenant, je te donne mon dernier ordre. Je l'ai regardé dans les yeux. Sortez cette épée. Marc tendit la main tremblante vers l'épée de cérémonie à sa ceinture. Il la retira de son fourreau et me la tendit. Je pris l'épée. Le poids de l'acier froid était plus léger que celui qui pesait sur mon cœur. Je posai l'épée sur le bureau. Tes épaulettes, ai-je dit. Pour un soldat, c'est pire que la mort, être dépouillé de son grade. Marc pendit la main tremblante vers les épaulettes dorées sur ses épaules. Il ne parvint pas à les retirer. Ses mains tremblaient trop pour qu'il y arrive. Je fis un pas vers lui. Laisse, dis-je. Je posai mes mains sur ses épaules. C'était moi qui autrefois avais fixé ses épaulettes. À présent, je les retirais de mes propres mains. Le bruit des velcros résonna dans la pièce. D'abord à droite, puis à gauche. Je serrai les épaulettes dans ma main et les jetai à côté de l'épée. « Lieutenant Marc Dubois », dis-je d'une voix glaciale. « Vous n'avez plus aucun lien avec la marine française. Vous n'êtes plus un soldat. Vous n'êtes qu'un criminel. » J'ai appelé vers la porte. « Garde !» La porte s'ouvrit. 2 militaires de la police militaire entrèrent. Ils étaient stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à voir Marc, l'étoile montante de l'Académie, dans cet état. « Emmenez-le », dis-je. Marc me regarda tandis qu'on le traînait par les bras. Il avait les larmes aux yeux. « Je suis désolé », murmura-t-il. « Emmanuel, je suis désolé. » Il avait depuis longtemps perdu le droit de l'appeler Emmanuel. Je ne répondis pas. Je me suis retourné et regardai à nouveau par la fenêtre, vers cette mer grise. La porte se referma. Le silence revint dans la pièce. Sur mon bureau se trouvaient une épée et 2 épaulettes. Avais-je remporté une victoire? Oui. Le réseau était démantelé, le traître capturé. Mais pourquoi avais-je l'impression d'avoir été vaincu? Je me suis effondré sur ma chaise. J'ai pris ma tête entre mes mains et pour la première fois depuis le début de cette longue ouare, j'ai laissé une larme couler sur ma joue. On dit qu'un amiral ne pleure pas. C'est faux. Les amiraux pleurent aussi, mais seulement lorsqu'ils sont aussi seuls que l'océan. Pensez-vous que l'histoire s'arrête ici? Non. La trahison a été éliminée, mais il faut maintenant déblayer les décombres et commencer une nouvelle vie. Les méchants ont été punis. Et notre héros? Comment va-t-il se relever après cette destruction? Dans le final, nous verrons les décisions du tribunal, le sort final des méchants et la nouvelle vie d'Emmanuel, qu'elle appelle le Grand Empire. Préparez-vous, car le dernier coup de karma est le plus doux. 6 mois après, en descendant les immenses marches du palais de justice de Paris, le soleil me frappait le visage. Mais cette fois, le ciel n'était pas gris, il était aussi clair et brillant que le bleu immaculé de mon uniforme de la marine. Derrière moi, derrière les lourdes portes en chêne, la dernière audience du plus grand procès de trafic de biens culturels de l'histoire de France venait de s'achever. Le son du marteau du juge résonnait dans mes oreilles comme une mélodie de victoire. Antoine Lefebvre, ce libraire arrogant, l'homme qui disait « Les gens comme vous ne peuvent pas comprendre ». Le tribunal l'a déclaré coupable non seulement de trafic de biens culturels, mais aussi de fraude fiscale et de falsification de documents. 8 ans de prison. Et mieux encore, la boutique L'Encre d'Or a été fermée,
Tous ses biens ont été saisis et sa collection tant aimée a été transférée aux musées nationaux. Il va désormais passer son temps à ranger des romans bon marché au coin corné dans la bibliothèque de la prison. Julien Vasseur, le père traître. Le tribunal a pris en compte les circonstances atténuantes liées à la maladie de son fils, mais le prix de sa trahison a été lourd, 5 ans de prison. Son fils a été placé sous la protection de l'État et son traitement est pris en charge par un fonds constitué à partir des revenus illicites confisqués. La justice est parfois sévère, mais elle n'oublie jamais complètement la clémence. Et Victor K., le baron, c'est lui qui a pris le plus gros coup. La clé USB que je lui ai donnée a causé non seulement sa perte, mais aussi celle des bureaucrates corrompus qui le protégeaient. 20 ans de prison ferme. Tous ses biens ont été gelés. Sa luxueuse demeure, elle est actuellement en cours de rénovation pour être transformée en foyer pour enfants. Dans cette salle où se déroulaient les bals masqués, des orphelins courront bientôt. Voilà ce qu'est le véritable karma. Et Marc, le lieutenant Dubois, je ne suis pas allée à son procès. Je ne supportais pas de voir son visage. D'après ce que m'a dit mon avocat, Michel, le tribunal militaire lui a retiré ses grades et l'a condamné à 12 ans de prison militaire. Il n'a pas présenté de défense. Il a simplement écouté le verdict, la tête baissée. Peut-être aura-t-il tout le temps de réfléchir à l'honneur qu'il a perdu dans sa cellule. Au bout de l'escalier, le commissaire Michel m'attendait. Il était en civil, son visage fatigué avait laissé place à un sourire détendu. Il tenait 2 tasses de café dans ses mains. « C'est fini », a-t-il dit en me tendant le café. « C'est vraiment fini, Emmanuel. Paris a été nettoyé. » Je pris une gorgée de café. « Paris ne sera jamais complètement nettoyé, Michel, mais au moins nous avons éliminé les gros déchets. »« Et maintenant, que vas-tu faire ?» demanda-t-il. « Tu retournes dans la marine ou as-tu vraiment déposé ta demande de retraite ?» Je souris et sortis une enveloppe de mon sac. C'était mon certificat officiel de retraite. L'école navale est entre de bonnes mains, Michel. Une nouvelle génération d'officiers est en train de grandir, et cette fois, ils s'assureront que leur boussole fonctionne correctement avant de les sélectionner. Mon tour de garde est terminé. « Et alors ?» dit Michel, perplexe. « Emmanuelle Béard va-t-elle se retirer et se mettre au tricot ?» J'ai éclaté de rire. C'était le rire le plus sincère et le plus libre que j'avais eu depuis des mois. « Vous ne me connaissez pas, commissaire. Je suis une combattante. Je change simplement de champ de bataille. » Je lui tendis ma nouvelle carte de visite. Elle portait en lettres dorées « Fondation Béard, Centre de recherche et de préservation du patrimoine culturel ». Le journal de bord datant de 1780 que j'ai trouvé dans cette boutique m'a fait prendre conscience d'une chose, et je dis « Notre histoire, notre identité, elles sont vulnérables. Pour les protéger, il ne suffit pas de faire appel à la police, il faut aussi des gardiens passionnés, intrépides et compétents. » J'ai créé cette fondation avec une partie de l'argent confisqué à Victor. Je suis désormais à la recherche des trésors perdus non seulement en France, mais partout dans le monde. Mais cette fois-ci, non pas en tant que fonctionnaire, mais en tant que force indépendante et imparable. Michel regarda la carte de visite avec admiration. « Vous avez créé votre propre empire ?»« Oui, » répondis-je, en tournant mon visage vers le soleil. « Et les murs de cet empire ne sont pas faits de pierre, mais de justice. » Ce jour-là, en marchant au bord de la Seine, j'ai réfléchi à la plus grande leçon de ma vie. Quand je suis entrée dans cette librairie d'occasion, j'étais juste une femme seule à la recherche d'un vieux livre. Quand j'en suis sortie, j'étais une leader qui avait démantelé un réseau criminel, affronté son passé et reconstruit son avenir. Parfois la vie vous méprise. Parfois les gens vous disent « ne vous en mêlez pas, vous ne comprenez pas ». Parfois ce que vous aimez le plus vous poignarde dans le dos. Mais n'oubliez pas, vous êtes un océan. La surface peut être agitée, mais vos 2 profondes recèlent une force inébranlable. Si un jour quelqu'un vient remettre en question votre valeur, ne lui criez pas dessus. Souriez simplement, enfilez vos glands et fermez ce livre, car votre histoire commence là où la leur s'échève. Je suis Emmanuelle Béard, ancienne contre-amirale, nouvelle combattante pour la justice. Et voilà, c'était mon histoire. Si vous aussi vous préférez vous battre plutôt que de vous taire lorsque vous êtes victime d'une injustice, si vous avez autant de plaisir que moi de voir la justice être rendue, partagez cette histoire. Car il y a encore beaucoup d'histoires à raconter dans le monde, beaucoup de trésors à sauver et beaucoup de Lefebvre à remettre à leur place. À la prochaine opération. Pour l'instant, bon vent.